Allô, Sarah. Allô? Comment ça va? Ça va bien. Là, je te remets officiellement ton trophée dans Famille et Parentalité parce que tu l'avais perdu. Oui, on me l'avait égaré. Sachez, la gang, que Sarah Hamel a gagné au Gala Influence Création. Puis là, j'aimerais ça que tu me refasses un speech. Parce que ça m'a fait un. Oui, dans le fond, c'est que avant que le gala commence, il donnait les consignes. Puis là, il disait qu'il fallait faire 1 minute, pas plus, sinon on se faisait avaler par la forêt. Et ça m'a fait très peur. OK. Moi, j'aime ça respecter les consignes. Puis là, ben, j'avais peur de me faire avaler par la forêt. Je savais pas ce que ça voulait dire. Puis on l'a vu après parce que... Oui. Il y en a un qui a fait un speech de 4 minutes. Oui, c'est ça. Puis c'était juste le roi de la forêt qui est débarqué gentiment pour dire, bon, ben, je vais t'escorter. Oui. Fait que moi, j'imaginais là, comme des vignes qui allaient sortir du décor puis qui allaient m'avaler littéralement. Puis, fait que c'est ça, j'ai été super garrochée. Puis j'aurais aimé ça, remercier les autres filles de ma catégorie parce que on vit à une époque où la parentalité se vit de manière plus isolée que jamais. Puis ce que je trouve cool avec les filles qui étaient nommées dans ma catégorie, c'est que c'est des filles qui normalisent le quotidien d'être un parent. Puis tu sais, mettons Cassandra Bouchard, ce que j'aime vraiment beaucoup d'elle, c'est que elle a sa couette molle du matin, puis elle raconte avec authenticité, puis pas de flafla, puis tu sais, c'est raw, c'est du vrai, là, c'est brut là, de ce qui se passe dans la vie de maman, puis elle se gêne pas pour parler des défis qu'elle rencontre, puis ça, ben, ça fait en sorte qu'il y a plein d'autres parents qui se sentent vus, qui se sentent entendus, ça brise leur isolement. Totalement raison. Fait que c'est important. C'est important. Mais je pense qu'elle avait gagné l'année d'avant. Oui. C'est ça, hein? Oui. Puis moi aussi, je l'aime beaucoup. Ben, en fait, c'est qu'avant d'être enceinte, je consommais pas vraiment du contenu de maman. Ça me triggerait. Okay. Parce que moi, j'avais de la misère à tomber enceinte. Ah, fait que moi, les mamans, c'était comme, tassez-vous de mon profil, ben là, je vais pas vous voir. Fait que, mais maintenant, c'est juste ça que je consomme. Fait que, puis là, ben, on met les gens en contexte pour ceux qui te connaissent pas. Peux-tu te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Sarah Hamel, je suis psychoéducatrice. Puis, ben, depuis les dernières années, en fait, depuis 4 ans, là, je suis sur les médias sociaux. Moi, ça a commencé quand ma fille avait à peu près 1 an, là. Okay. En mars 2021 que j'ai créé mes pages sur les réseaux sociaux. Puis ma fille a eu 1 an à la fin mars. Fait que pendant mon congé de maternité, je trouvais le temps long, là, un peu à faire des siestes en contact. Puis, tu sais, puis parce que j'étais isolée, là, on avait déménagé à Chicoutimi à cette époque-là, puis je connaissais personne à Chicoutimi. Fait que, tu sais, c'est ça. Pandémie, congé de maternité, déménager dans une autre région, j'étais très isolée. Puis, ben, pendant les siestes de mon bébé, ben là, ça me démangeait de parler de plein de sujets que je voyais sur les forums de maman. Ouais. Tu vas le vivre probablement bientôt, mais sur les forums de maman, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de réponses aussi. Puis c'était les réponses qui me dérangeaient bien souvent, parce qu'il y a des fois, les réponses étaient complètement dans le champ et que je me disais, ah mon Dieu, mais non, si tu fais ça, tu vas empirer la situation. Mais je voulais pas être la fatigante qui a tout le temps le mot à dire. Je voulais être sur le forum comme maman, moi aussi. Pas comme psychoède. Fait que j'ai décidé de partir ma page en me disant, ben ceux que ça intéresse, ben ils le consulteront, puis ceux que ça intéressera pas, ben ils scrolleront. Exactement. Puis ça a parti en flèche. Jamais je me serais douté que ça allait faire ça. Moi, je faisais vraiment ça pour le fun pendant les siestes de mon bébé, puis ça a pris une ampleur complètement démesurée. Dans l'année qui a suivi, les maisons d'édition m'ont contacté pour écrire un livre. Fait que c'est de là que ça a parti. Là. Puis là, maintenant, ma job, c'est d'écrire des livres puis de faire des conférences. Le premier livre que tu as écrit, c'est le premier, c'était Le Petit Pou d'Amérique. Le tome 1. Super connu. Oui, c'est ça. Tout le monde me dit de lire ce livre-là. Oui, il faut. Puis après ça, ben, il y a le tome 2. Oui. Puis là, le tome 3, je viens de le terminer. Là. Il est en train de se faire éditer / illustrer. Il sort en septembre. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent. Ben oui, parce que c'est sur le parent du Petit Pou d'Amérique. Fait là, on plonge vraiment dans le monde intérieur du parent. Je délaisse un petit peu le Petit Pou pour que nous autres, là, on se donne de l'amour puis qu'on se comprenne. Parce que c'est ça que, tu sais, moi, mon approche, c'est d'essayer de mieux comprendre ce qui se cache derrière les comportements des enfants. Puis, tu sais, ce que j'explique en gros, là, puis que je détaille beaucoup dans mes livres, c'est qu'en arrière d'un comportement problématique va toujours se cacher soit une habileté non acquise, une émotion trop intense ou un besoin non comblé. Mais c'est la même chose pour nous autres aussi, les parents. Quand on l'échappe, là,
Quand on fait une intervention boiteuse, qu'on fait toute, là, puis que tu vas faire, puis pas parce que t'es pas fine, là. Non. Puis parce que t'es pas bonne. Mais ça en dit plus sur notre état. À ce moment-là, que sur nos compétences. Faudrait prendre soin de nous des fois, puis prendre une bouffée d'air. Exact. Fait que quand je l'échappe avec mon enfant, j'ai sûrement un besoin non comblé, une émotion trop intense, ou peut-être une habileté à développer, là, tu sais, la capacité à me réguler, à me voir aller, à décoter les signaux que mon corps m'envoie. Ouais. Il y a plein d'affaires, là, puis ou à mieux comprendre ce qui se cache derrière les comportements de mon enfant pour mieux m'adapter. J'ai hâte de lire ça. Ça va être vraiment intéressant. Moi, j'ai essayé de... Tu sais, j'ai tellement de questions. Puis, comme je t'ai dit, j'ai essayé de prendre des sujets, OK? Fait que j'ai pris justement un peu les émotions, après ça, un peu notre parentalité, tu sais, quand on parle de les types de parentalité, puis j'ai aussi voulu parler des fameux écrans. Ben oui. Là, ton trophée, est-ce qu'on peut le mettre un petit peu par là-bas? Parce que je pense que la caméra va te... Mais c'est correct, là, on peut le garder dans la vue, là. Mais c'est juste que je veux qu'on te voit bien parce que tu t'exprimes tellement bien, puis tu mets beaucoup de... Je gesticule beaucoup aussi, je risque de l'échapper, puis de le faire éclater. Je comprends. On va commencer avec les émotions chez les enfants pour mieux les accompagner, justement. Ouais. Pourquoi est-ce que les émotions, justement, ils prennent autant de place chez les enfants, puis que nos bébés puis nos enfants, ils pleurent autant? Ben en fait, c'est que il y a comme deux dimensions, là. Pour être capable de s'auto-réguler, là. Donc, la capacité à revenir à un état de calme quand on est envahi d'une émotion, ben il faut développer une structure cérébrale qui va nous permettre de nous auto-réguler. Ouais. Les enfants en bas de 7 ans l'ont pas encore tellement développé cette affaire-là. Okay. Fait qu'ils ont, d'une part... il leur manque un chunk dans le cerveau pour être capable de gérer leurs émotions. Okay. Puis là, ben ça déborde tout bord, tout côté. C'est ça qu'on voit par les coups, les cris, les pleurs, les garrochages de dinosaures en plastique. Tout ça, ben c'est parce que l'enfant a pas encore ce qu'il faut pour tempérer ce qui se passe dans son petit corps. Puis oui, les enfants vont vivre les émotions de manière encore plus intense que nous parce qu'ils ont un système nerveux encore très immature, parce qu'ils n'ont pas encore apprivoisé ces émotions-là. Puis on le voit avec les adultes qui n'ont pas grandi dans les conditions favorables pour apprivoiser leurs émotions. Ils pètent encore de ça. J'allais dire, il y a plein d'adultes qui pètent des coches. Là. Mais ça, c'est pas parce que c'est des méchantes personnes, c'est parce que ce sont des personnes qui n'ont pas grandi dans les conditions favorables pour apprivoiser leurs émotions. Puis, tu sais, quand je te parlais de la structure cérébrale qui nous permet de nous auto-réguler, ben, tu sais, tant que l'enfant n'a pas cette structure cérébrale-là, on peut pas juste dire « calme-toi ». On peut pas lui dire « va dans ta chambre, tu reviendras quand tu auras fini de brailler ». Genre, mettons, c'est ça, arrête de pleurer. Ben, c'est aussi efficace que de prendre une gorgée d'eau. Ça sert absolument à rien, là. Je veux dire, c'est pas ça qui va faire en sorte que, là, comme par magie, l'émotion va disparaître. Une émotion, ça déclenche une réaction physiologique dans le corps. Fait qu'une fois que la réaction physiologique est déclenchée, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, whatever, la joie, ben, elle est là, la réaction, là. Tu peux pas arrêter un train. Un tsunami, là, tu peux pas. Mais faut-tu le laisser passer? Ben oui, c'est ça. Mais comment on fait pour l'accueillir? Puis, tu sais, moi, j'ai l'impression là, que comme je pense que le plus gros feeling que je vais avoir, c'est l'impuissance. Je vais me sentir comme impuissante. Je vais être comme, mais qu'est-ce que je fais avec cette boule de crise? Oui. Puis, ben, c'est super pertinent que tu en parles de l'impuissance, dans le fond, parce que souvent, justement, les gens, ils vont dire, mais c'est quoi accompagner un enfant dans une crise? Qu'est-ce que tu veux dire par accompagner? Parce que je parle souvent de ça. Il n'y a rien à faire, il faut juste l'accompagner. Mais qu'est-ce que tu veux dire accompagner? On dit quoi? On fait quoi? Puis, c'est ça que je veux vraiment déconstruire. Quand on parle d'accompagner un enfant dans une crise, au niveau neurologique, dans le fond, c'est qu'on fait de la co-régulation. Okay? On co-régule. L'enfant n'est pas capable de s'auto-réguler. Son système nerveux n'est pas encore assez mature pour ça. Donc, moi, je vais lui prêter mon système nerveux. Nos systèmes nerveux communiquent entre eux. Donc, il faut que le tien soit calme. Ben c'est ça. C'est que, vu que nos systèmes nerveux communiquent entre eux, l'enfant, il va sentir notre calme ou il va sentir notre tempête intérieure. Fait que si moi, je pogne les nerfs, moi, je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je le sorte de son émotion, puis que là, je panique. Ben là, je suis en train de me déréguler. Puis c'est ça, les signaux que j'envoie à mon enfant. C'est pas des signaux de sécurité que je lui envoie, c'est des signaux d'alarme. Fait que ça fait juste exacerber son état. 100%. Fait qu'on veut pas ça. Pendant longtemps, on a cru qu'il fallait gérer les comportements de l'enfant, gérer la crise de l'enfant. Mais non, c'est notre propre système nerveux qu'on doit
de qui on doit s'occuper là, quand on est dans une situation de crise. Puis, parce que, tu sais, l'impuissance que tu nommes, évidemment que tu vis de l'impuissance parce que tu as zéro le contrôle sur le système nerveux de ton enfant. On n'a pas le contrôle sur l'émotion. Là, il y a un tsunami d'émotions qui vient d'être déclenché. Bonne chance pour arrêter ça. Tu as beau avoir fait un post-doctorat en psychologie enfantine, ben ça n'existe pas enfantine, là, ça serait infantile. Ouais. Mais tu comprends? Oui. Que c'est pas une question de compétence. Non. C'est une question de posture. Je pense qu'il faut se mettre en acceptation. Absolument. Ouais. Ben c'est ça. Moi, dans le fond, là, je me souviens, tu sais, parce que moi, quand j'ai été formée, quand j'ai fait ma maîtrise, ça fait comme plus que 10 ans, puis on est encore dans une approche très comportementale. Donc, on façonne des comportements. Puis moi, dans ce temps-là, on apprenait encore des trucs pour arrêter des crises, diminuer des crises, raccourcir des crises. C'était encore ça. C'est plus ça maintenant. Il y a eu un gros boom d'avancées en neurosciences. Puis on comprend mieux maintenant ce qui se passe dans le cerveau puis dans le petit cœur des enfants. On comprend mieux c'est quoi les conditions favorables qu'ils ont besoin pour atteindre la maturité affective. Ouais. Fait qu'on n'a pas eu le choix de faire un 180, là. Fait que maintenant, c'est quoi aujourd'hui qu'on leur suggère? Ben c'est que maintenant, on ne vise plus à arrêter la crise. Maintenant, on comprend que là, l'objectif, c'est pas d'enseigner à l'enfant à ne plus faire des crises. On comprend que les crises sont nécessaires pour le développement du cerveau. OK. Puis, check bien, OK? À chaque fois que ton enfant est en crise, là, en fait, quand ton enfant puis tu sais, j'insiste sur... Quand ton enfant est en crise ou se retrouve en crise, et non quand ton enfant fait une crise. Il fait pas exprès. Il ne se met pas dans cet état-là pour le fun. Il y a personne. Il te manipule pas. Ah ben non, là, tu sais, il y a pas plus de fun que toi. Toi, t'en as pas, mais lui, il en a encore moins. C'est lui qui est pogné avec les sensations désagréables. C'est lui, là, qui est pogné avec ce tourbillon d'émotions puis de sensations dans son corps qu'il comprend pas. C'est tellement vrai, parce que quand tu pleures de colère, de tristesse, c'est pas le fun. Personne qui a du fun à faire pleurer. Quand on se retrouve dans cet état-là, c'est parce qu'on file pas, là. Ouais, exact. Fait que quand l'enfant se retrouve en crise, ben là, tu sais, si justement je l'accompagne dans sa crise, et là, ce que je veux dire par l'accompagner, c'est que je fournis une présence sécurisante. C'est tout. Je suis là. Ouais. J'ai pas besoin de dire quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit. Dans le temps, j'essayais. Ouais. Quand je suis devenue maman, j'avais encore mes vieux réflexes. J'essayais de régler les crises de ma fille jusqu'au jour où j'ai eu une solide extinction de voix. Puis là, ça a été les plus belles gestions de crise de ma vie. Je pouvais pas parler. Je pouvais juste être là. Je pouvais juste, de par mon non-verbal, lui envoyer ma compassion, lui faire comprendre que je suis là. Je comprends que c'est pas facile pour toi. Je te crois que c'est tough, mais on va traverser ça ensemble. Puis là, j'ai comme eu cette illumination-là, puis là, j'ai compris c'était quoi la réelle co-régulation. Puis quand on fait ça, quand on co-régule un enfant, ben là, c'est comme si il y a un petit circuit neuronal qui se fait. Okay. Puis la fois d'après, un circuit neuronal. Puis là, dans le fond, c'est qu'on est en train de construire l'architecture de la structure cérébrale qui va être responsable de son autorégulation. C'est tellement logique que, mettons quelqu'un qui, dans un couple, un crie, ben l'autre a envie de crier, l'autre a envie de crier plus fort, plus fort, plus fort. Oui. Un crie, l'autre répond en chuchotant. Oh, ben je vais chuchoter moi aussi. Tu sais, dans le sens que je ne mettrais pas à crier sur quelqu'un qui chuchote. Ouais. Ou juste un cri. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Ouais. Hé, ça file pas. Tu sais, au lieu de dire, voyons, c'est quoi ton problème? Ouais. C'est sûr que si je réponds de même, ça va aller en escalade. Ben oui. Mais de se placer en position de curiosité. Pas de recul. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ça se passe pas comme tu veux. Il y a quelque chose, là. C'est juste ça, là. Juste de se sentir vu et entendu. Parce qu'il y en a qui me disent, mais je peux pas faire de la co-régulation, mon enfant me varge dessus. Des fois, ça se peut là qu'on ait besoin de prendre un pas de recul, de prendre la distance ou de dire à notre enfant, hey, mon chéri, là, je le vois que tu as besoin de ton espace. Ben, je vais te donner ton espace. Je vais être juste là à plier mes débarbouillettes, là, puis je vais continuer à t'aimer pendant que ta colère, elle sort. OK. Tu sais, si je fais ça, mais non, je suis pas à côté de mon enfant, je suis pas en train de lui donner un câlin. La co-régulation, c'est pas obligé on n'est pas obligé de donner un câlin là, pour co-réguler. On n'est pas obligé d'être à proximité physique. Il y en a qui ont besoin de leur bulle. Tasse-toi de là, parce que si t'es intrusif, ben, ils vont te varger dessus. Fait que, de prendre ce pas de recul-là, on est quand même en train de faire de la co-régulation. Ce qu'il a besoin, l'enfant, c'est de se sentir vu, de se sentir entendu, de se sentir invité à se déposer au sein de notre relation pour vivre ce qu'il y a à vivre. C'est ça qu'il a besoin. Y a-t-il des phrases clés qu'on peut dire? C'est quoi les phrases clés? Dans mon tome 1 du Tipou d'Amérique, je mets des exemples de phrases d'ancrage. Les phrases que nous
on peut se dire, nous autres, les parents, dans notre tête, pour changer les pensées automatiques, genre, il me niaise, il me manipule, fait exprès, il teste mon autorité, ces affaires. Ouais. C'est souvent ça qui nous fait pogner les nerfs. Ouais. C'est pas le comportement de l'enfant qui nous fait pogner les nerfs, c'est notre interprétation du comportement de l'enfant qui va nous faire réagir. Fait que si on peut prendre conscience de nos phrases automatiques, de nos pensées automatiques, qui sont bien souvent des distorsions cognitives, c'est des pensées nuisibles qui sont erronées, mais si on peut en prendre conscience puis les modifier pour une pensée qui est plus aidante, avec ce que moi j'appelle la phrase d'ancrage, ben là, ça nous ground, ça nous ramène à ce que notre enfant a besoin qu'on soit pour lui à ce moment-là. Moi, personnellement, là, comme maman, ce que j'aime me dire, c'est il n'y a rien que je fais de pas correct, sa crise est normale. Plus je suis calme, plus ça va passer vite. Juste de me dire ça, parce que souvent, moi, justement, je me dis, hey, je suis psychoéducatrice, je devrais savoir quoi faire, je devrais savoir quoi. Mais ça, c'est comme mes anciennes pensées qu'il faut que je la sauve de son émotion. Elle n'a pas besoin d'être sauvée de son émotion. Elle a besoin de la vivre pour pouvoir l'apprivoiser. C'est vrai. Pour construire les petits, comme tu disais, signal dans le cerveau. Puis, tu sais, on peut pas apprivoiser quelque chose si on n'est jamais en contact avec. Si tu as terriblement peur des serpents puis que tu n'es jamais en contact avec les serpents, tu vas continuer à avoir peur des serpents. Ouais. Si tu veux apprivoiser ça, mais il faut que tu sois en contact, mais dans un contexte sécurisant. Idéalement, avec quelqu'un en qui tu as confiance, qui va être présent pour te sécuriser. Ça serait quoi des erreurs, mettons, qui ferait que l'enfant ne se sent pas en sécurité? Bien, quand on le chicane, quand on le shame, quand on l'isole, quand on le punit. Parce qu'on fait ça, là, punir. Va dans ta chambre. Va dans ta chambre ou arrête de pleurer, tu vois bien que tout le monde nous regarde. Je suis tellement gênée. Tu sais, de montrer que les émotions, c'est dérangeant, c'est nuisible, ça risque de faire perdre l'amour. Ou, tu sais, le fameux « Ah, je suis tellement fière de toi, t'as pas pleuré ce matin. » Mais là, ça veut dire que, tu sais, ça part d'une bonne intention quand on dit ça. Parce que nous, on aime ça, aller porter notre enfant à la garderie puis qu'il pleure pas. Fait qu'on est vraiment content quand ça arrive. Sauf qu'on est en train d'y envoyer le message qu'on est plus fiers d'eux autres quand ils retiennent ça en dedans. C'est ça. Donc là, il ne vivra plus devant toi en plus. Tu seras plus sa personne de confiance. C'est ça. On veut pas ça. Non, exactement. Et c'est tellement intéressant. Puis pour vrai, l'affaire, c'est qu'on dirait que par exemple, moi, une crise en public, tu viens de dire, mais une crise en public, c'est parce que moi, mettons, un parent, que son enfant vit une crise en public, puis qu'il continue de pousser son panier d'épicerie comme s'il n'y avait pas de crise, on dirait que je suis comme, ben là, tu sais, comme, qu'est-ce qui est supposé se passer quand ton enfant est en crise existentielle à l'épicerie? Est-ce que tu restes à l'épicerie ou tu quittes? Ben ça dépend. Ça dépend de la situation. Tu sais, dans le fond, là, dites-vous, là, tout le monde, que quand un enfant se retrouve en crise, notre objectif, c'est d'assurer sa sécurité, puis de préserver le plus possible sa dignité aussi. C'est vrai. Hein? Parce que là, il n'est pas maître de ces décisions-là. Quand un enfant se retrouve dérégulé, son amygdale dans son cerveau, là, elle prend tout le contrôle. Elle se suractive, puis elle vient inhiber le cortex préfrontal qui, lui, est responsable du raisonnement, de la logique. C'est toutes les belles stratégies qu'on enseigne à nos enfants pour se calmer, puis tout ça, là, c'est ici. Il a plus accès une fois envahi de son émotion. Fait que c'est vraiment comme s'il se transformait en Hulk. Hulk, là, il veut pas écraser un orphelinat volontairement. Non. Il perd le contrôle de lui-même. Il a besoin de se réguler pour pouvoir redevenir Bruce Banner. Ben, nos enfants en crise, c'est la même chose. Fait que si justement, là, je sais que là, mon enfant, il a perdu le contrôle, puis là, dans le fond, il a besoin là, de vivre son émotion, mais en sécurité, puis justement, pas nécessairement à l'abri de tous les regards. C'est correct de partir puis d'aller finir la crise dans l'auto, puis après de revenir dans l'épicerie. C'est parce qu'il y en a qui vont dire « Non, moi, il me refera pas ça 2 fois, on retourne à la maison, puis plus jamais. » On n'a pas à apprendre à nos enfants à ne plus faire de crise. Là. Je sais que c'est pas le fun à vivre, mais de lui enseigner à ne plus faire de crise, c'est de lui enseigner à refouler ses émotions, puis à vivre ça dans la honte et l'isolement. Puis c'est ça qui fait que le monde tombe dans des problèmes de santé mentale à l'âge adulte, qui vont pas demander de l'aide parce qu'ils ont appris très tôt que c'était honteux de parler des émotions, de vivre ces émotions-là. Oui, vraiment. Mais c'est ça, fait que tu dirais OK, on a le droit de vouloir sécuriser la dignité, sécuriser dans le comportement aussi, tu sais, s'il y a des coups qui se donnent, tout ça, bon, on a le droit de vouloir sécuriser. Mais après ça, c'est de retourner justement vivre l'expérience parce que là, il a appris quand même, tu sais, à force de vivre des crises, dans le fond, ça va s'atténuer parce que de lui-même, il va apprendre. Mais oui, puis tu sais, dans le fond, là, on peut très bien dire à notre enfant, moi, ça, là, c'est une technique, j'ai pas beaucoup de techniques, je suis pas une fervente pro-technique parce que des techniques one size fits all, j'y crois pas, sauf
celle-là que je vous propose. C'est ma technique de la prévision météorologique émotionnelle. OK. La prévision météorologique émotionnelle, c'est un peu comme prévoir la météo. OK? Si je t'annonce qu'il y a des risques d'orage puis tu t'en vas en randonnée, ben tu vas te prévoir en conséquence. Tu vas te préparer. Donc, tu ne seras pas prise au dépourvu par un orage en plein milieu de la forêt. Ouais. Ben, on fait le même principe avec l'enfant. Donc, d'y dire, là, on s'en va au Walmart acheter un cadeau pour ton cousin. Ça se pourrait que tu vois des affaires vraiment cool, mais on va pas acheter de jouets pour toi aujourd'hui. On achète juste un cadeau pour ton cousin, c'est tout. Puis ça se peut que ça te fasse de la peine. Puis ça se peut que tu aies envie de pleurer. Puis c'est correct. Je vais être là. On va traverser ça ensemble. Tout simplement. Fait que faire de la prévision avant, d'expliquer, puis pas de penser qu'il comprend. Tu sais, dans le sens que peut-être qu'il comprend pas, mais même au moins tu prends la peine. Les enfants comprennent pas mal plus qu'on pense. Même avec les bébés, de leur dire ça. Puis tu sais, il faut pas s'attendre à ce qu'un bébé pleure pas, là. Tu sais, il faut s'y attendre. Il faut avoir des attentes réalistes. Oui. Mais tu sais, parce que souvent, moi, je l'avais entendu, là, cette phrase-là, il y a pas si longtemps, au Winners à la caisse, justement, la mère qui dit, là, on s'en va acheter un cadeau à ton cousin, là, je veux pas que tu pleures. Fait qu'elle dit, je veux pas que tu aies d'émotions. Je veux pas que tu sois déçu. Je veux pas que tu aies des envies. Je veux pas, tu sais. Mais c'est complètement irréaliste, justement. C'est une attente qui est irréaliste. Puis ce qu'on enseigne à l'enfant, c'est l'opposé de ce qu'on veut, dans le fond. Exact. En fait, c'est que moi, mon enfant, je veux qu'il puisse vivre ses émotions devant moi. Tu sais, je veux qu'il m'en parle, je veux qu'il vive. S'il y a de la peine, parce que l'affaire, c'est qu'on met ça dans l'enfant comme si ce qu'il vivait jeune, ça n'avait tellement pas d'importance parce que c'était tellement un petit problème pour nous. Mais ces petits problèmes-là, pour eux, c'est des gros problèmes. Puis là, quand ils vont vivre des problèmes qui sont plus gros à l'adolescence, mais qui nous l'exprimeront pas parce qu'on n'est plus des personnes sécurisantes et de confiance, là, on va se dire, on aurait dû prendre ces problèmes au sérieux plus tôt. Là. Ben, c'est ça. La manière dont on répond aux problèmes de nos tout-petits dans la petite enfance, ben c'est en train de tracer la trajectoire de notre relation qu'on va avoir avec nos enfants. Tu sais, moi, je veux là, que ma fille, elle puisse m'appeler à 3 heures du matin pour me dire « Hey, maman, là, viens me chercher, là, je suis au party, puis il y a un gars que je file pas, qui me tourne autour. » Je veux qu'elle puisse m'appeler, même si j'ai dit « Non, je veux pas que tu ailles au party. » Tu sais, je veux pas qu'elle dise « Ah non, j'appellerai pas ma mère, elle va me tuer. » Non, je veux qu'elle se pose même pas de questions, j'appelle ma mère, puis elle va débarquer parce qu'elle peut compter sur moi. T'sais? Je suis tout à fait d'accord. Mais pour ça, il faut que je mette la table, il faut que je lui montre que tu peux compter sur moi, tous les jours. Peu importe à quelle heure de la nuit ou du jour, tu peux compter sur moi, je vais être là. Tout à fait. Pas pour régler tes problèmes. Non. C'est pas ça l'objectif, c'est pas de régler les problèmes, mais pour l'accompagner. Mais en sécurité. Peu importe ce que tu as à vivre, tu pourras le vivre dans la sécurité de notre bulle relationnelle. Puis là, l'affaire, c'est que c'est comme tout hypothétique parce qu'en ce moment, on n'a vu pas de crise. Un parent qui a vécu, mettons, dans une journée 10 crises, arrivé à la 10e, là, il est comme, je veux bien, Sarah, là, mais comme je suis plus capable. Puis en tant que parent, quand tu n'es plus capable, c'est quoi que je dois faire? Mettons que là, je sais que je serai pas justement je serai pas genre dans l'écoute, je serai pas. Qu'est-ce que je fais pour justement éviter d'avoir des mauvais comportements quand je suis à bout? Ben, j'en parle beaucoup dans mon tome 3 là, qui va sortir à l'automne, parce que justement, je trouve que c'est important qu'on en parle de ça. Tu sais, que ce qui va déterminer la qualité de nos interventions, c'est notre état. L'état dans lequel on est. C'est pas notre amour pour notre enfant qui va déterminer ça. C'est pas nos compétences, c'est pas la quantité de livres, de podcasts qu'on a consommés. C'est pas ça qui va déterminer comment qu'on va intervenir avec nos enfants. C'est l'état de notre système nerveux, puis la disponibilité de notre maturité affective à ce moment-là. Puis, tu sais, je pense que on aurait beau parler de tous les trucs concrets, là, de qu'est-ce que tu peux faire, sniffer des chandelles à la lavande, puis tout ça. Le facteur de protection numéro 1, là, pour que les parents survivent à leur parentalité, c'est le réseau, c'est la présence d'une communauté, d'un clan, de gens sur qui on peut se reposer, s'appuyer quand on est plus capable, quand on est à bout, puis justement, qu'on aurait besoin d'aller juste faire un sudoku dans la salle de bain, tout seul, sans que personne nous touche, nous parle, nous regarde, tu sais, ça arrive plus souvent qu'on pense. Puis tu sais, plus qu'on est quelqu'un au système nerveux sensible, ben plus qu'on est à risque de se retrouver en surcharge. J'ai peur de moi-même parce que, pas de moi-même, c'est un gros mot, là, dans le sens que moi, je mets beaucoup d'action là, pour me...
c'est comme ton bien partie de mes journées. Tu sais, je fais un entraînement le matin. Après ça, je lis, je journal. Je pourrais pas faire ça. Là. Je le sais, je suis consciente. Il faut que je mette des attentes réalistes. Là. Puis là, je suis comme, j'ai plein de techniques présentement pour m'autoréguler qui vont prendre le bord. Ouais. Fait que là, comme, va falloir que j'aille des gens, justement, comme moi, c'est ça. Ma mère, tout ça, mon chum, que je prenne pas tout le fardeau toute seule de les émotions, parce que là, à un moment donné, si je m'autorégule pas moi-même... Ben c'est ça, c'est que c'est impossible. Tu sais, pense là, à un capitaine de bateau de croisière. Le capitaine de bateau de croisière qui est en charge de tout, là, il peut pas faire un 2 semaines de croisière en étant 24 heures sur 24 en charge de tout. Même les grands capitaines de ce monde doivent enlever leur casquette, la déléguer à quelqu'un d'autre, puis aller faire leur sudoku en sniffant leur chandelle à la lavande dans leur cabine, dans le silence le plus total. Ouais. Ils ont besoin de ça, sinon la sécurité de tout le monde est compromise. Fait que là, c'est ça. Pour ça, mettons, parents absents ou peu importe, comme ma communauté, je la trouve, tu sais, faut-tu je cogne chez ma voisine, tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, des fois, les gens qui, moi, mettons, je suis chanceuse, je suis très privilégiée d'avoir un village immense, là, tu sais. Ouais. Mais quand t'as pas, justement, ce village-là... Ben, c'est ça que moi, j'invite les gens à créer leur village d'attachement. Ça prend ça. Ouais. Ça prend ça. On peut pas penser qu'on va être capable de tout faire tout seul. C'est impensable. Puis ça, c'est une idée, là, purement capitaliste de dire achetez toutes mes bébelles puis vous allez être capable de tout faire tout seul. Ouais. C'est pas ce que la nature a prévu pour nous. Non. Puis on le voit, tous les gros mots MAUX là, qui sont liés à la parentalité, l'épuisement parental, tout ça. Ben ça trouve la racine commune de toutes ces affaires-là, c'est l'isolement, c'est le manque de support, c'est pas le manque de bébelles. C'est vrai. C'est pas le manque d'argent, c'est pas le manque d'amour pour leur enfant, c'est pas le manque de compétences, c'est pas ça, c'est le manque de support. Ouais. Je pense que c'est le fait qu'on a tellement été éduqués à justement, comme, tu sais, moi, j'ai l'impression que je suis un bébé milléniaux, là, genre, les milléniaux, c'est comme autonomie. Genre, arrange-toi tout seul, là. Oui. Tu sais, développe ton autonomie, arrange-toi tout seul, va vivre en apparto, comme, tu sais. Puis j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être mal compris, là, comme l'autonomie n'égale pas fais tout seul. Tu sais, mettons, je sais pas comment dire, mais moi, independent woman, là, c'est comme super important. Ouais. Mais c'est parce à cause de ça, on s'est créé cette fausse croyance-là que de demander de l'aide, c'est mal, ou que dépendre des autres, c'est mal. Exact. C'est ça. Mais c'est ça. Justement, on est des humains. Les humains, on est des êtres de connexion. La raison pour laquelle notre espèce a survécu, c'est parce que on était connectés, on a collaboré les uns des autres. On dépendait de l'expertise des autres membres de notre communauté. Ouais. On peut pas détenir tous les savoirs, d'avoir tous les talents, être bon dans tout. Puis il faut qu'on puisse bénéficier du savoir de chacun. Il y a même, tu sais, un proverbe qui dit, je sais pas si c'est un proverbe, là, mais en tout cas une phrase qui dit, c'est un adage, c'est un adage, je sais pas. Mais tu sais, le tout est plus fort que l'ensemble de ses parties. Oui. Ben c'est ça, quand on est en clan, en communauté, on est plus fort que juste comme l'addition de chaque expertise de chacun. C'est vrai. Puis c'est ça que la nature a prévu pour nous. On est supposé être en clan. Puis tu sais, fais juste penser à, mettons, ben là, tu l'as pas vécu encore, mais peut-être que tu peux déjà te projeter un peu, mais la plupart des parents, à un moment donné, ils trouvent ça long, là, jouer aux petites autos à terre puis aux Barbie. J'ai de la misère. On trouve ça plate. Ouais. Puis il y a une raison pour laquelle on trouve ça plate. C'est pas dans nos intérêts, c'est des jeux pour enfants. Ouais. Puis, ben, nos enfants, par contre, eux autres, ils carburent à la connexion. Ils ont besoin de jouer en interaction avec quelqu'un. Ouais. Mais comme on vit notre parentalité de manière isolée, ben là, les enfants sont tout seuls dans leur maison, puis vers qui ils se tournent? Vers leurs parents. Mais si on regarde nos ancêtres, c'est pas ça qui se passait. T'avais tous les adultes ensemble qui faisaient leurs affaires, qui bouchaient leur lapin. Puis là, ben en périphérie, t'avais tous les enfants de la communauté qui jouaient en multi-âge, qui s'entertainaient entre eux. Puis c'est là même qu'on voyait, là, tu sais, quand on regarde le jeu libre. Des enfants qui jouent en multi-âge, en jeu libre, c'est le berceau de la démocratie. C'est fascinant. Puis t'as pas besoin d'entertainer ça? Non. Moi, j'ai vécu comme ça. Moi, j'avais un quartier, là. C'était incroyable. On était en jeu libre extérieur, tous les âges, tout le monde ensemble. J'ai joué dehors, pas parce qu'on me disait d'aller jouer dehors. Parce que c'était là que ça se passait. C'était là que ça se passait. Mes amis étaient dehors, puis on s'inventait des jeux, puis j'avais pas besoin que tu m'en achètes, là.
Moi, une branche d'arbre, c'était un jeu, là, quand j'étais jeune, là. Ben, c'est ça. On veut revenir à ça. 100%. C'est ça que... C'est ça la clé, finalement. Parce qu'effectivement, là, quand on trouve ça long puis pénible d'être à terre puis de jouer avec des jeux d'auto, puis si on peut ramener ça... Moi, là, quand je suis déménagée du Saguenay aux Laurentides, là, je suis dans les Laurentides maintenant, ben là, moi, ce qui me manquait dans ma vie, c'était de me trouver des amis mamans pour justement pouvoir juste m'effouérer avec un autre adulte avec qui je peux avoir une discussion d'adulte pendant que nos enfants s'entertainent entre eux. Ça fait toute la différence. C'est mes plus belles journées, là, quand je fais des playdates avec des amis mamans, là. Ben oui. C'est extraordinaire. Je vais me trouver plein de mamans. C'est ça. Trouve-toi ton village d'attachement. Moi, j'ai la chance d'avoir... Mon chum a une grande famille, puis on a tous des enfants, puis fait que ça, je suis quand même gâtée pour ça, là, que je vais être... ma belle-sœur, elle vient d'accoucher, fait que ça va être... c'est cool. Ça va être génial. Là, je vais rentrer dans un autre sujet. Okay. La parentalité, tu sais, on parle de parentalité autoritaire, passive, bienveillante. C'est quoi, justement, tout ça, là? Puis tu peux nous expliquer un peu comme... Parce que là, les gens disent, mais là, la parentalité bienveillante, là, c'est comme passif, puis là, ben, c'est pas assez autoritaire, puis maintenant... Ben, les gens, je pense qu'ils comprennent pas bien c'est quoi la parentalité bienveillante. Non, c'est ça. Puis peut-être que le terme aussi est pas bon. Parce que, tu sais, bienveillant... en fait, d'étiqueter, déjà. Tu sais, comme on dit, juste parentalité qui fonctionne, tu sais, pour toi, pour notre société. Ben, tu sais, c'est parce que... Moi, j'aime pas vraiment qu'on dise parentalité bienveillante parce que ça veut dire que si tu fais pas ça, t'es malveillant. C'est pas le cas, là. Vrai. Il y a Mélanie Bilodeau, qui est une psychoéducatrice à Trois-Rivières, qui, elle propose le terme parentalité sécurisante. Puis je trouve ça, c'est on point. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est exactement ça. Dans le fond, ce que maintenant, là, on promouvoit comme pratique parentale, c'est une parentalité qui va laisser place aux émotions parce qu'on sait maintenant que si on veut que nos enfants atteignent la maturité affective, ben, il faut pas les chicaner d'avoir des émotions. Fait que, tu sais, dans le temps, la parentalité autoritaire, c'est tu fais ce que je te dis, tu me poses pas de questions, puis si ça fait pas ton affaire, tu as une punition. OK? Ben, ça, on le sait que c'est pas les conditions favorables pour que l'enfant se développe à son plein potentiel puis qu'il développe sa maturité affective. Fait que on peut pas faire ça. Mais la parentalité permissive non plus, c'est pas mieux là, de dire à un enfant, ben je te mets pas de limite, je te dis toujours oui, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui décides, puis je te consulte à savoir comment tu veux que je réponde à tes besoins. Ça n'a aucun sens. Les enfants, ils ont besoin d'avoir un capitaine de bateau. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un en charge. Je vois l'enfant qui a trop de choix là, en détresse. Absolument. Parce que même moi, tu me mets trop de choix, puis je suis en détresse. Puis j'ai 32 ans. Exactement. Exactement. Fait que c'est comment qu'on met justement, c'est quoi qu'on met comme limite dans quel... Tu sais, mettons, à quel moment qu'on peut vraiment chicaner son enfant si on... Tu sais, mettons, dans la parentalité justement qui est sécurisante. Tu sais, quand est-ce qu'on met des limites? Quand est-ce qu'on le chicane? Comment? Okay. Ben tu sais, ça va arriver qu'on va chicaner nos enfants, là. Okay? C'est sûr que ça va arriver qu'on va chicaner nos enfants. Mais quand on les chicane, bien souvent, c'est parce que on a mal saisi c'est quoi qui se cachait derrière le comportement puis qu'on a perçu une mauvaise intention. Parce que, tu sais, je reviens à ce que je disais au début, hein, derrière un comportement, il va toujours se cacher un besoin non comblé, une habileté non acquise ou une émotion trop intense. Fait que quand même que je chicane l'enfant, que je lui donne une conséquence, je le punis, whatever, là. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que l'habileté non acquise va se développer comme par magie. C'est pas ça qui va répondre à son besoin, puis c'est pas ça non plus qui va l'accompagner dans son émotion. Qui va lui permettre de l'apprivoiser pour que la prochaine fois, il soit plus en mesure de naviguer dans cette tempête émotionnelle-là. Fait que, idéalement, on essaie de pas chicaner les enfants puis de se placer en position de curiosité. Moi, j'aime bien la technique du whoop-a-lie. Tu sais, je me dis, whoop-a-lie, c'est une grosse taloche que tu viens de donner là. Whoop-a-lie. Dans notre maison, on lance pas les objets. Dans notre maison, on frappe pas. Tu sais, juste en partant, si je suis comme en position de curiosité par rapport à ce qui vient de se passer, je suis pas en train d'y rentrer dedans avec un tank. Parce qu'il ne voulait pas te faire mal. Tu sais, ton enfant n'a jamais l'objectif de te frapper puis de te faire mal. Exactement. C'est juste pas comment, justement. Exactement. C'est la colère qui est en train de sortir par ses mains. C'est ça qui est en train de se passer, là. La colère sort par ses mains, puis là, ben ça il t'a fait mal. Mais ça en dit plus sur son état, justement, que sur sa bonne volonté. Là. C'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté quand un enfant fait ce genre de comportement-là. C'est des comportements maladroits et puis immatures parce qu'il y a un cerveau immature. Fait que, tu sais, dans le fond, là,
quand on voit ces affaires-là, ben notre job de parent, c'est comme d'être l'espèce de coach pour notre enfant et non la police. Tu sais, on doit les élever dans leur développement, les aider à acquérir les habiletés. Puis à apprendre, c'est ça. Oui, à comprendre c'est quoi le besoin qui était non comblé, puis à trouver comment faire pour le combler, puis comment naviguer à travers les émotions. C'est ça notre rôle dans la parentalité qu'on appelle bienveillante. Là, okay? Fait que tout ça, mais c'est sûr que ça vient avec des limites. Bien évidemment que je laisserai pas mon enfant frapper, détruire des choses, manquer de respect, mais je vais être consciente qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, je peux dire « épelaille, mon amour », là, c'est des gros mots que j'entends là. Non, je te laisserai pas me parler comme ça parce que dans notre maison, on se parle avec respect. Mais là, je le vois qu'il y a quelque chose qui marche pas mon cœur. Tu sais, fait que je mets ma limite, mais je l'invite à vivre ce qu'il y a à vivre au sein de ma relation avec cet enfant-là. Viens-t'en, mon amour, là. Je te crois qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, je te crois, là, que tu veux pas me faire de la peine en disant ça. Ou, en fait, tu sais, moi, j'aime bien placer l'enfant devant ses bonnes intentions puis dire, je le sais, moi, que tu veux pas me faire des bobos. Je le sais. Je dis ça à ma fille, elle a 5 ans, là, quand elle vient pour, tu sais, je le sais, Elisabeth, je le sais que tu veux pas me faire mal. Là, je sais, il y a plein de colère dans ton corps. Viens-t'en. On va aller... on va aller explorer ça. Ouais. Puis... Fait que mettre la limite, se mettre en curiosité. Puis après ça, justement, c'est sécuriser l'enfant. Puis lui permettre de vivre ce qu'il a à vivre, de lui donner une porte de sortie, là, tu sais, la pulsion d'attaque, il faut qu'elle sorte, là. Faut que ça soit exprimé, tu sais. Puis ce que les parents reconnaissent comme de la manipulation, c'est quoi? Parce que, tu sais, moi, il y a des parents qui m'ostinent là-dessus, là. Mais non, mais Isabelle, il me manipule, là. J'ai beau dire, non, il te manipule pas, il n'y a pas le sexe. Non, c'est ça. Mais c'est quoi que l'enfant fait qui est perçu comme de la manipulation? Tu sais, c'est quoi que l'enfant essaye de faire puis que le parent perçoit comme de la manipulation? Ah, ben il y a plein d'affaires qui peuvent être perçues comme de la manipulation. Tu sais, mettons, le classique, l'enfant pleure, tu le prends, il arrête de pleurer. Elle a dit, hey, il me manipule. Il a arrêté de pleurer. Là, tout de suite, quand je l'ai pris, ça veut dire que c'était pas si grave que ça. Mais c'est que, dans ce temps-là, si le parent pense que ça, c'est de la manipulation, c'est qu'il n'est pas au courant que les besoins affectifs, c'est les besoins les plus importants de l'humain. Là. Que dans le fond, il te manipulait pas. Il te manifestait qu'il avait besoin de proximité. Tu lui as offert la proximité. Ben, il ne manifeste plus. Son besoin est comblé. C'est comme s'il manifestait justement soit un besoin non comblé, une émotion ou justement c'est une manifestation, mais lui, il n'est pas en train de se dire... Il fait pas 1+1. Non, dans le sens que il se dit pas que ça va le faire arrêter de pleurer quand que tu vas le prendre. C'est juste ça, c'est la conséquence. Ben oui, exactement. Exactement. Ben non, c'est ça. Parce que, tu sais, pour manipuler quelqu'un, faut que tu sois capable de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Pour manipuler, là, il faut que tu dises, OK, si j'agis comme ça, ça va provoquer telle réaction chez l'autre personne. Donc là, son comportement, ça va être ça. C'est beaucoup d'étapes cognitives, là, tu sais. C'est vers quel âge qu'on développe ces étapes-là? Hey, c'est tard. C'est tard. Puis, tu sais, même, tu sais, les grands manipulateurs de ce monde, c'est du monde très, très, très intelligent, là. Fait que, tu sais, des tout petits, là, ça peut pas faire ça. Les tout petits, ça se cache la face dans un rideau, puis ça pense que c'est caché, là. Fait que tu penses-tu vraiment qu'ils sont capables? Tu sais, ils sont pas capables de conceptualiser que tu le vois de péteux, là. Il est pas capable. Okay, mais est-ce que, mettons, à force de comportements répétés, il peut comme faire la conséquence, un peu comme un chien? Je sais que. Tu sais, à force de. Là, c'est pas de la manipulation, c'est plus comme un comportement répété qui est toujours... genre si à chaque fois que je lance ma cuillère, elle fait une grande réaction, puis c'est drôle, puis là, elle me la redonne. Mais peut-être qu'il va associer que... c'est de l'association plus que de la manipulation. Mais c'est pas comme, je vais en niaiser. Regardez bien la grande conne, je gâche ma cuillère, puis elle ramasse. C'est pas ça. Mais c'est quasiment le parent qui a créé le comportement de manipulation parce que c'est le parent qui a toujours fait l'action d'ordonner la cuillère avec un comportement drôle. Fait que finalement, c'est à toi, comme parent, de ne pas créer des associations que tu veux pas créer. Tu sais, moi, je me dis ça. Si moi, un jour, je veux pas que mon enfant fasse cette association-là, je vais m'arranger pour pas que ça l'arrive, là. OK. Mais oui, puis tu sais, souvent, quand on manipule, c'est nos pensées automatiques puis nos distorsions cognitives, c'est nos filtres de pensée, là. C'est qu'on interprète mal le comportement. Exact, c'est ça. Nos enfants, ils n'ont pas des mauvaises intentions. Il faut arrêter de penser ça. Non. Puis c'est quoi qui mène, admettons, qui est vers du laxisme, là, qui est comme
que là, l'enfant, justement, il va arriver à l'école, là, puis tous les enfants, les éducatrices vont la lire parce que comme, il écoute rien, puis il n'y a pas de limite, justement. Ouais. C'est quoi qui amène au laxisme, finalement? Ben, ce que j'ai constaté dans ma pratique, c'est souvent les parents qui sont plus dans le laxisme, c'est les parents qui ont bien de la misère à mettre leurs limites. Ils ont de la misère à mettre leurs limites dans leur vie personnelle. Ils ont de la misère à faire vivre des émotions désagréables chez les autres. Ils se sentent responsables des émotions des autres. Fait qu'ils préfèrent juste rien faire pour pas en générer. C'est des personnes souvent qui vont avoir un gros inconfort avec les émotions désagréables. Fait qu'eux, quand leur enfant se retrouve en crise, ils perdent leurs moyens puis ils ont l'impression qu'ils doivent sauver l'enfant ou lui éviter de vivre ça à tout prix. OK. Puis ça, ben c'est ça, tu sais, je l'explique en long puis en large dans mon tome 1, là, avec l'analogie de la tempête puis du bateau. Mais tu sais, si tu veux que ton enfant devienne un bon navigateur à travers les tempêtes émotionnelles, faut qu'il en vive. Puis il n'est pas en détresse. Même si l'émotion n'est pas le fun, l'enfant n'est pas en détresse si tu es là. En fait, tu sais, le docteur Gabor Maté, là, qui est un médecin canadien qui est expert en trauma, ben lui, là, il y a une phrase qui dit que j'adore. Là, je paraphrase, là, c'est pas exactement ces mots, mais il dit une émotion en soi, c'est pas dangereux, mais c'est d'être tout seul dans une émotion, surtout si on la comprend pas, qui risque d'amener de la détresse. Fait que c'est pas l'émotion qui est le problème, c'est d'être tout seul puis d'avoir peur, tu sais, de pas savoir ce qui se passe dans ton corps. Fait que si t'es avec ton enfant, que tu dis t'es fâché, t'aurais voulu avoir des Fruit Loops, puis moi je dis non, je comprends, c'est fâchant, ça, mon amour. Ben là, il est pas tout seul dans son émotion. On met des mots sur ce qu'il vit. Fait qu'il est pas dans une émotion qu'il comprend pas. Là, tout d'un coup, il la comprend. Et c'est ça, OK, je suis en train de vivre de la frustration, c'est ça qui m'arrive. C'est pas dangereux, mon parent, il est là, puis mon parent, il est pas alarmé. Il m'envoie des signes de sécurité. Tout va bien aller. C'est comme ça qu'on apprivoise les émotions. Mais c'est de continuer de dire que je donnerai pas de Fruit-Loops. Exact. Parce que sinon, ben là, je viens pas mettre mes limites. Puis... Exactement, c'est ça. Mais souvent, c'est ça. Ceux qui font de la parentalité plus dans le laxisme, ben, c'est des gens qui ont de la misère à mettre leurs limites. Dans le fond, c'est souvent, même pour le pratiquer, nous-mêmes, à apprendre à dire non, à apprendre à pas être trop people pleaser, tu sais, à justement comme bien vivre avec le fait que quelqu'un peut ne pas être content à cause de nous. Puis c'est la vie, puis ça l'arrive, puis c'est pas grave. Puis comme... C'est des grandes personnes qui vont être capables de vivre leur émotion. L'émotion va traverser leur corps, elle va sortir, mais ensuite, ça va être fini. C'est pas grave, là. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, c'est le travail d'une vie pour plein de monde. On est une génération de people pleasers, là. 100%. Vraiment, là. J'en ai fait des épisodes de podcast tellement que c'était comme... J'ai des épisodes qui s'appellent genre le people pleasing, là, comme parce que le monde, ils ont de la misère ou apprendre à dire non ou des choses comme ça parce que justement, c'est difficile, là. Puis on veut pas déranger. On est dans une société, on dirait qu'on veut pas demander de l'aide, on veut pas déranger, on est tout... c'est ça. C'est fou, là. C'est moi la première, là. Ah oui. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je pense que vraiment, la plus belle forme de self-care, c'est d'apprendre à dire non. Ben oui. C'est vraiment ça, d'apprendre à mettre nos limites, là. Vraiment. Ah oui. C'est bon pour nos enfants parce qu'après ça, justement, ils rentrent dans une société qu'après ça, ils n'auront pas toujours le oui, là. Ils vont avoir le non souvent, là. Puis si l'enfant, moi, je dis toujours, tu sais, je pense, au début de l'épisode, tu as un peu parlé de ça, tu disais le fait que ils n'ont pas encore vécu. Puis là, ben, s'ils vivent jamais justement des tempêtes, comment ils vont apprendre? Mais moi, c'est un peu la même chose quand je dis aux gens, si vous vivez jamais des échecs, mais le petit échec, là, il va être très dramatique. Tandis qu'une personne qui a vécu plein d'échecs, ben elle, là, les petits échecs, là, c'est pas des échecs. Mais non, c'est juste une petite affaire qui se passe dans sa vie. Mais c'est ça l'affaire, c'est que si justement ton enfant, tu as dit oui toute sa vie, il arrive à l'école, il va se faire dire non plein de fois. Il va se faire rejeter par des amis, puis là, il va être comme « Ah, ça se peut se faire dire non, ça se peut. Tu veux jouer avec moi? Non. » Il va capoter, là. Fait qu'il faut que, je pense... C'est ça, la résilience. La résilience, c'est la capacité là, à rebondir après un événement frustrant pour lequel tu n'as pas de pouvoir d'action. Quelque chose que tu peux pas changer, tu subis ça. Mais la différence entre quelqu'un qui va s'effondrer puis faire un naufrage puis quelqu'un qui va rebondir dessus puis se retrousser les manches puis continuer à vivre, c'est la résilience. Puis la résilience, ça se construit à travers les petites frustrations du quotidien avec nos enfants. Fait que quand tu dis non à ton enfant pour un popsicle de matin, ben t'es en train de développer sa résilience. C'est ça, tu sais, dites-vous ça comme phrase d'ancrage aussi, là, ça aide. Il développe sa résilience. Oui, il est en train de développer sa résilience. Parce que j'ai l'impression que les gens, comme tu dis, sont en évitement de crise. Tout le temps. Je vais lui donner, là, on va aller à l'école, on s'en va à la garderie, j'ai pas envie. Mais là, devant l'iPad, là, pour pas qu'il fasse de crise. Le monde est à la recherche de solutions faciles pour hypnotiser les enfants, là, puis en fait, les engourdir. C'est plus ça. On engourdit nos enfants avec
des écrans, puis plein d'affaires pour pas qu'ils vivent ce qu'ils ont à vivre, mais ils ont besoin. Mais en fait, c'est pour que nous, on ne vive pas ça. Ouais. C'est quasiment ça. C'est pour que nous, en tant que parents, on ne le vive pas. Parce que c'est trop difficile, puis on a trop de choses à gérer, puis on a trop d'affaires, un horaire trop chargé pour être en accompagnement d'une crise, puis tout ça. Oui, puis on revient toujours à, pourquoi qu'on trouve ça si dur que ça? Pourquoi qu'on n'a pas de temps? On revient toujours à le fait qu'on n'a pas le support ou notre mode de vie, là, de surperformance. Des fois, on s'en met un petit peu trop sur les épaules, ou on est dans ce mindset-là qu'il faut toujours en faire plus pour avoir de la valeur. Oui, 100%. J'ai envie aussi qu'on parle de l'impact des mots. Parce que là, c'est ça, des fois, on dit des choses sans trop réfléchir, bien entendu. Puis là, j'aimerais ça qu'on trouve des genres de... J'ai comme mis des petits exemples, mais peut-être que tu vas en avoir d'autres que tu entends souvent, là. Mais mettons, à la place de dire tel, on dit quoi? OK. Fait que, mettons, c'est fun, ça. À la place de dire ça, là, c'est des larmes de crocodile, le pleure pas. Ah, je te crois. T'as de la peine, mon amour. Je sais pas pourquoi, mais je te crois. Juste ça, là. Je te crois, puis c'est pas des larmes de crocodile. Tu sais, mettons, ou genre, un enfant qui est plus vieux, mettons que, je sais pas moi, 5 ans, là, c'est une attitude de bébé. Ah, ouais. Tu sais? Ou, voyons, les grandes filles, ça pleure pas. Oui, c'est ça, ces phrases-là. Ouais. On le remplace par quoi? Moi, ça m'est arrivé, là. OK. Dans ma famille. Ouais. Que quelqu'un dise ça à ma fille. Pour vrai? J'avais juste répondu, dans notre famille, on peut pleurer à n'importe quel âge. Dans notre famille, on peut pleurer quand on a de la peine. On peut pleurer quand on veut. C'est parce qu'on pleure à 32 ans, là, ça. comme un moment donné, là. Genre... Dans notre famille, on pleure vraiment quand on veut, puis il n'y a pas d'âge pour avoir de la peine. C'est ça. Tu sais, dans ce temps-là, là, quand ça vous arrive que quelqu'un dit quelque chose d'inadéquat à vos enfants, on est la voix de nos enfants. Ils peuvent pas, eux, se défendre eux-mêmes. Ils savent même pas qu'ils sont en train de subir quelque chose d'inadéquat. Fait qu'on est leur voix. L'idée, c'est pas de dire, voyons donc que tu dis ça, là, t'es en train de mon enfant. C'est pas ça. Mais juste, d'y prêter la voix ou, elle a de la peine, là. C'est correct qu'elle pleure. C'est tout. C'est ça. C'est tout. C'est pas plus grave que ça. Parce que son problème, à son âge, c'est un gros problème. Tu sais, comme nous, quand on pleure, là, pour d'autres personnes, là, c'est une pacotille. Pourquoi on pleure, là? Ouais. Comme, ça nous arrive de pleurer pour des affaires qui sont tellement pas graves pour d'autres personnes, mais pour nous, c'est grave. C'est valide. Ouais, c'est ça. C'est valide. C'est pas parce qu'en ce moment, il y a la guerre dans le monde que ce qui nous arrive, c'est pas valide. Là, exact. T'sais. Fait que c'est la même chose pour les enfants. À la place de dire arrête-moi ça, là, c'est des caprices, là. Ah, là, ça se peut des fois qu'il y ait comme des envies. Tu sais, de différencier le besoin d'une envie. Oui. Tu sais, si ma fille, elle veut un toutou, justement, au magasin, là, c'est une envie, c'est pas un besoin. Ouais. Mais là, je vais lui dire, je vais juste mettre ma limite. Ah, il est beau, le toutou, c'est vrai, il est vraiment cool. Tu pourrais le demander pour Noël, mais moi, aujourd'hui, je l'achète pas. Ça se peut qu'elle pleure. Mon père, il disait tout le temps ça. Mais je vais l'accompagner. Mon père, il disait tout le temps de le mettre dans ma liste pour Noël ou pour ma fête. Moi, ma liste, c'était... je pense que maintenant, là, aujourd'hui, à cause de ça, moi, je fais beaucoup... quand les gens me nomment des choses qu'ils ont envie dans mon entourage, je le note pour leur prochaine fête ou leur prochain Noël. Je fais tout le temps ça. Parce que je pense que quand j'étais jeune, mon père me disait tellement ça que j'ai appris à comme noter. C'est une bonne idée. Ouais. Comme ça, t'es pas au dépourvu. Moi, je sais jamais quoi acheter au monde. Je suis jamais au dépourvu. Moi, j'ai des listes dans mon sel. J'ai mon gift list de chacune des personnes que j'ai des cadeaux à Noël puis à leur fête dans mon sel. Puis dès qu'ils me nomment quelque chose, pouf, ça liste. C'est excellent. Je pose jamais de questions. ouais. Moi, chaque personne que je sais que je vais acheter un cadeau, là, ils sont rajoutés sur la liste, puis il y a fête, Noël, puis c'est en fonction de quand ils m'ont nommé le besoin. C'est prochain cadeau. Ouais, mais c'est comme tu dis, pour un enfant, c'est pareil. Ben, c'est ça. Je mets là sur ta liste, mets là sur ta liste. Oui, puis c'est sécurisant pour l'enfant sur le coup, mais même si... Tu sais, on n'est pas obligé, là, d'y acheter jamais, là. Non. Ben, on va y faire vivre une frustration. Ça va développer sa résilience. Exactement. C'est tout, là. C'est pas plus grave que ça. Même moi, je m'achète pas tout ce que j'ai envie de m'acheter, là. Exactement. Comme j'ai pas les ressources financières, ben j'ai pas envie, en fait, d'avoir les ressources financières pour telle chose, mais ça, je l'ai compris avec le temps, là, tu sais. Une autre phrase. T'écoutes jamais, faut toujours répéter. Ah, mais ça, c'est notre job de parents, de répéter. Les enfants, là... Puis, tu sais, jusqu'à tard, là. Dans le fond, là, je vais te donner un exemple. Si je dis à ma fille, OK, ma cocotte, va t'habiller. Bon, là, pour s'habiller, ça demande de l'attention soutenue. Faut qu'elle garde le focus sur la tâche. Fait que là, elle part, pleine de bonne volonté. Avec sa mémoire de travail, là, tu sais, elle part avec ma consigne active.
Mais là, elle croise la boîte de Kleenex. Fait que là, son attention est plus sur ma consigne, sur la boîte de Kleenex. Est-ce que c'est parce qu'elle est tête dure puis qu'elle écoute pas? Ben non! C'est parce qu'elle a un cerveau immature, que ses fonctions exécutives sont immatures, que là, elle a besoin d'être redirigée vers la tâche. Parce que dans sa mémoire de travail, la consigne n'est pas active. Et dans le back-end de son cerveau, c'est pas ça que son cerveau est en train de traiter. Fait que si je fais juste dire, mais voyons, là, ça va faire, là. La prochaine fois que je te dis de t'habiller, là, il va y avoir une conséquence. C'est pas ça qui va développer ses fonctions exécutives plus. Ouais. Parce qu'après ça, une fois dans sa chambre, là, il va falloir qu'elle sorte tout son linge, qu'elle planifie, qu'elle s'organise. La planification-organisation, c'est une autre des fonctions exécutives. Il y en a 5, là. Puis, il y a la mémoire de travail, l'attention soutenue, la planification-organisation. Il y a le contrôle inhibiteur puis la flexibilité mentale. Fait que ça se peut très bien, là, que toutes ces fonctions-là accrochent à un moment de cette tâche-là qui est l'habillement. Puis c'est pas parce que l'enfant manque de bonne volonté. Et c'est un manque d'habileté. C'est une habileté non acquise qui est à l'origine de ça. À chaque fois que tu parles, je suis comme, mais moi aussi. C'est dans le sens que moi aussi, genre, je m'en vais pour faire une tâche, là, puis finalement, j'en fais 1000 autres avant de faire celle-là. Pourtant, c'est comme, mon chum me demande, l'autre jour, c'était tellement drôle, on a ri, là. Mon chum, je demande, je veux aller à l'épicerie acheter des œufs. Ça va à l'épicerie. Il a acheté 6 choses. Pas les œufs. Le lendemain, je dis là, oublie pas, là, parce qu'on s'en va faire un déjeuner. C'est nous les responsables des œufs pour le déjeuner. Fait que là, t'avais hier soir pour y aller, mais là, il faudrait que tu y ailles en auto ce matin. Fait que arrête ton chemin à acheter des œufs. Il arrête son chemin, s'achète un sandwich, pas les œufs. Mais il y a 38 ans, là. C'est pas un bébé, puis j'ai pas. Puis, tu sais, je vais pas le chicaner, j'en ai ri, on en a ri finalement, puis c'est juste une joke, puis c'est juste drôle, là. Mais il y en a qui auraient fait un post sur Instagram pour dire « Mon chum, il est tellement épais. Qu'est-ce qu'il fait? » Il y en a qui font ça. Ah, je sais, c'est traumatisant, mais tu sais, puis il y en a aussi qui dénigrent leurs enfants dans des podcasts, là, moi, ça me fait capoter. Autre sujet. Ah ouais. moi, ça me fait capoter. Mais ça, moi, je me dis, ça m'arrive à moi, ça arrive à mon chum. On a toutes, justement, comme tu dis, des pertes d'attention. Puis ça, là, cette phrase-là, justement, je suis comme, c'est tellement vrai. Oui, il faut toujours répéter. Mais effectivement. La répétition, c'est une phrase de ma mère. C'est elle, OK? La répétition, c'est l'éducation. Elle disait tout le temps ça. Puis maintenant que je suis mère, mon Dieu, que je le catch. Ouais. Mon Dieu, que c'est vraiment ça. C'est ça. Faut répéter. Parce que même si t'as dit à ton enfant, tu sais, mettons, on l'a juste, ma chérie, les jouets, quand tu les veux, on le demande avec des mots. Tu peux pas l'arracher des mains à ton ami. OK? Là, tu y expliques. C'est bien expliqué, l'enfant l'a compris. OK. Puis là, elle va le faire, là. Est-ce que je peux l'avoir, s'il vous plaît? Hey, bravo, mon amour, t'as bien compris. C'est exactement comme ça. 20 minutes plus tard, elle va encore arracher des mains. Parce que c'est pas comme par magie que là, tout d'un coup, son cerveau a maturé puis que là, elle a développé cette habileté-là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Faut comprendre que c'est pas parce qu'on enseigne quelque chose à notre enfant qu'il va être capable de le faire. Parce que le développement, c'est pas une question d'apprentissage. Ça le dit, c'est du développement. C'est pas parce que, tu sais, il y a une différence entre connaître quelque chose puis avoir développé ce qu'il faut pour être capable de le mettre en application. Puis l'analogie que j'aime utiliser pour ça, c'est si je t'explique comment bencher 300 livres au gym. Tu sais, t'as beau me dire, OK, ben oui, je connais toute la technique, je sais toutes c'est quoi les étapes pour bencher 300 livres, tu vas-tu plus être capable de le faire? Ben non, parce que t'as pas développé ce qu'il faut pour le faire. Fait que ça sert à rien que je te dise, hey, là, tu sais tout comment faire. Fais-le parce que sinon, là, il va y avoir une conséquence. Là, je mets le timer. Puis si dans 10 minutes, t'as pas benché 300 livres, conséquence. C'est pas juste. Non. C'est pourtant, on fait tout le temps ça avec les enfants. Oui. Puis si, par exemple, justement, c'est un comportement vraiment inadéquat, là, tu sais, par exemple, j'ai un exemple que moi, j'ai fait. Je vais le donner. J'ai regardé un enfant, puis c'était trop tôt le matin, puis après un sifflet, puis là, elle siffle. Là, ben, il y a plein de monde qui dort dans la maison. Fait que là, moi, j'ai dit, non, il faut pas siffler le matin, on ira siffler au parc, tout ça. Puis là, elle siffle. Là, je répète, non, on siffle pas, là, on l'a dit, puis tout ça. Puis là, elle le fait une 3e fois, puis je dis, bon, ben, il va falloir que je t'enlève le sifflet parce que t'as pas compris qu'il fallait pas siffler. Fait que là, moi, j'y enlève quand même de force parce qu'elle voulait l'avoir son sifflet. La crise, puis là, ben, je fais juste l'accueillir, puis je dis, ben, quand t'auras fini de pleurer, tu viendras me revoir. Est-ce qu'il aurait fallu que j'enlève le sifflet? Ben oui, c'est correct. Hey, oui, là, pour vrai, moi, le monde, parce que c'est ça, le monde confond. Là. Dans la parentalité bienveillante, il pense qu'il faut faire, là, chérie, fais le bon choix. Parce que là, moi, je suis comme, j'ai enlevé le sifflet. Ça dérange. Ouais. Là, est-ce que tu veux arrêter de siffler? Est-ce que tu veux, s'il te plaît, arrêter de déranger? Le monde pensait ça, la parentalité bienveillante, mais c'est pas ça!
Non, moi, j'ai enlevé des mains, là. Prenez action, là. Moi, j'ai pris On ces met petits doigts, là. la limite. J'ai pris ces petits doigts, puis j'étais comme, tu me donnes. C'est ça. Parce que là... tu peux dire, là, c'est soit que tu me le donnes ou moi, je le prends, ça, ma j'ai chérie, dit. là. Ça, j'ai dit. Puis finalement, elle me le donnait pas. Puis ben là, j'ai pas le choix de le prendre, mon amour. Moi, je vais pas te laisser déranger. Tu sais, je vais pas te laisser droit à de une la crise. maison. Puis là, on m'a dit, ouais, mais la crise, c'est pas mieux que le sifflet. Puis je suis comme, ben oui, parce que si je mets pas mes limites face au sifflet, comme, faut qu'un moment donné... Mais tu sais, moi, j'ai pas d'enfant moi-même. Fait que moi, j'ai pas de parentalité. Tu sais, ça m'est arrivé une situation que j'ai peut-être bien gérée, mais quand je vais être parent, je vais en gérer bien, peut-être 60%, puis il va en avoir 40% que je vais gérer un petit peu n'importe comment, mais comme tout le monde. c'est ça, tu sais. Mais je pense que c'est ça. Puis y a-tu d'autres phrases, justement, qui te viennent en tête que tu penses que les parents disent souvent qu'on pourrait leur donner comme un petit... dans les phrases, là, je t'en ai nommé quelques-unes, mais il y en a d'autres que tu entends souvent? Ben, le fameux arrête de pleurer, bravo, t'as pas pleuré. Là, oui. Arrête de pleurer. Mais maintenant, quand on dit, qu'est-ce qu'il faut pas féliciter, mettons? De pas vivre une émotion? Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas quelque chose de louable. Là. Ouais, non, c'est ça. Tu fais pas exprès pour vivre des émotions, tu subis tes émotions. Ouais. Fait que... Ouais. Se féliciter de pas pleurer, c'est un peu... Ouais, ça c'est vraiment une phrase que je mettrais au vidange. Mais tu sais, je dis ça avec beaucoup d'amour. On se l'est fait dire, fait que c'est normal qu'on le répète. Si vous entendez ça puis que vous l'avez dit genre ce matin, je vous aime de tout mon cœur pareil. Là. Oui. Puis vous allez juste faire mieux la prochaine fois, tout simplement. Là. Mais en fait, d'avoir pesé sur play sur l'épisode, c'est déjà comme un objectif de mieux d'être meilleur parent. Fait que t'es un super bon parent de vouloir être meilleur parent. Oui, exactement. C'est comme ça que je le vois. Puis tu sais, on évolue constamment en étant parent. On accouche, là, on est un bébé parent. Puis là, ben, plus notre enfant grandit, plus nous, on grandit du dedans. Ouais. C'est normal là, qu'on fasse des gaffes, puis qu'on apprenne sur le tas, puis qu'on s'ajuste. Puis c'est ça la parentalité. Tout à fait. Est-ce que, dans le fond, tu sais, on entend beaucoup de choses dans les livres, dans les spécialistes, les réseaux. Plus ça change, comme tu dis, quand tu as fait ta maîtrise, ça a changé, tout ça. Mais là, mettons, aujourd'hui, y a-t-il des choses que la science dit qui aident vraiment comme aux enfants à bien se développer, comme des concepts vraiment clés? Ben oui. Ah oui. Dans le fond, là, les concepts clés, là, ce qu'on sait maintenant, c'est super simple. Okay. Vous allez aimer ça. J'ai hâte. Ben oui. Du jeu libre à profusion. Le jeu libre, là, c'est encore meilleur que les activités structurées. Le jeu libre, c'est quoi? Ben de laisser l'enfant jouer librement. On peut jouer avec notre enfant. Par exemple, faire partie de son univers, être un personnage, mais c'est pas nous qui dirige la manière dont le jeu se déroule. On n'essaie pas d'insérer des objectifs éducatifs. C'est vraiment juste de laisser libre cours à l'imaginaire puis à la créativité de l'enfant puis de le suivre dans son trip. C'est ça, le jeu libre. Puis... ben ça, c'est si on veut jouer avec, mais on n'est pas obligé non plus. L'enfant peut faire du jeu libre en solo ou avec d'autres amis, peu importe. Puis le jeu libre ne nécessite pas de matériel en particulier. Là, du jeu libre, comme tu l'as dit tantôt, là, ça peut être avec un bâton, puis des roches, puis l'affaire avec ketchup. On était pro dans notre temps du jeu libre. Parce que moi, j'étais dans mes amis, on était pro du jeu libre. Ben, puis c'est cool que tu dises on était pro du jeu libre parce que c'est vrai que les jeunes enfants sont poches en jeu libre en ce moment parce que c'est quelque chose qui se développe. La créativité puis l'imaginaire, c'est quelque chose qui se cultive. Mais pour ça, il faut y être exposé. Maintenant, nos enfants sont devant du divertissement passif constant où on les divertit. On les organise. On veut tellement que ça soit des mini Einstein, ou on veut donc pas qu'ils s'ennuient, on veut pas qu'ils dérangent. Fait que là, on leur planifie plein d'activités, puis même bébé, là, on leur planifie des activités d'enfilage, puis plein d'affaires. Puis c'est pas nécessaire de faire ça. C'est correct que nos enfants fassent juste rien. Puis, tu sais, des fois, là, je vois là, des mom hacks pour des road trips. Regardez toutes les activités. Hey, regardez dehors aussi, c'est une activité très valable. Puis souvent, ça cache une peur. Mais il va s'ennuyer, ou il va déranger, ou moi, je vais être à bout de l'entendre. C'est quand il va raconter des histoires. Mais faites juste comme, laissez la chance au coureur. Laissez-le s'ennuyer. Là. Ayez votre backup. Mais attendez, donnez pas tout de suite aux enfants des affaires pour les occuper. Laissez-les un petit peu macérer dans leur envie. J'en inventais des jeux. Là, moi, mon frère, parce que mes parents en avaient beaucoup en road trip. Là. Mon frère, on en avait du jeu inventé dans l'auto. Plein. Là. C'est ça. Ouais. Tu sais, il y a un auteur, justement, l'auteur du livre The Anxious Generation, c'est Jonathan Haidt. OK.
il est vraiment intéressant. Puis il dit dans son livre, tu sais, l'enfant qui est plugué sur son iPad ou sur la télé, là, ben, c'est peut-être un futur guitariste qui découvrira jamais la guitare. C'est peut-être un futur pâtissier qui découvrira jamais la cuisine. C'est peut-être un futur peintre qui découvrira jamais la peinture. Tu sais, quand on impose un divertissement passif ou une activité X à un enfant, ben on l'empêche de découvrir qui est. Ouais. Fait qu'il faut laisser les enfants. Moi, là, je l'ai dit tantôt, la manière où comme, dans le fond, la raison pour laquelle je me suis retrouvée sur les médias sociaux, c'est parce que je m'ennuyais. Ouais. Je m'ennuyais, je savais pas quoi faire. Puis là, j'ai eu un élan de créativité. Ça me démangeait de l'intérieur. J'ai laissé sortir ça. Je me suis amusée. Je l'ai pas fait pour le résultat. Non, je l'ai fait pour le processus parce que ça me tentait. Ouais. Puis c'est ça. Nos enfants ont besoin de jeux véritables. Le jeu véritable, c'est ce jeu-là. C'est le jeu dans lequel on perd la notion du temps, qu'on est en état de flow. On le fait pour le plaisir que ça nous rapporte, pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas pour obtenir quelque chose en échange. On le fait vraiment parce que l'activité comme telle, le processus, il nous amuse. Oui, puis c'est qu'on va développer. Je pense que les parents, comme tu dis, les parents ont peur que l'enfant se développe pas assez vite. Hey, on se développe vite dans le jeu libre. Là. Bien, la science, elle nous back là-dessus. Là. Ouais. Il n'y a rien qui surpasse le jeu libre pour développer la résolution de problèmes, l'autocontrôle, tout qu'est-ce qu'on veut que nos enfants développent, les habiletés sociales, toutes ces affaires-là. Même ils ont... Hey, ça, c'était fascinant, là. J'ai pas la source à portée de main parce que tu vois que j'ai pas une valise d'articles scientifiques, là, mais dans une formation de l'Institut Neufeld qui s'appelle la neuroscience du jeu, la formatrice, elle rapportait une étude qui avait justement évalué des enfants qui étaient exposés à un programme précoce là, éducatif versus des enfants qui n'étaient pas exposés, là. Puis, non, c'était pas ça. C'est une autre affaire. Là, je mélange deux affaires. Ils ont comparé les lecteurs précoces aux lecteurs tardifs. Fait que ceux, justement, qu'à partir de 3 ans, là, qu'on leur apprend les lettres, qu'on essaie de les faire apprendre puis à lire puis à écrire. Puis ceux qu'on laisse jouer librement, là, puis qui apprennent à lire plus tard. Comme moi, j'ai appris. Moi, en maternelle, je savais pas écrire puis lire. Ben, c'est correct. Mais puis je suis devenue avocate, là. Ben oui, exact. C'est genre, la gang, là, ça se fait, là. C'est ça. Puis là, dans le fond, les résultats de cette étude-là, c'était que les lecteurs tardifs rattrapaient dans le temps de le dire les lecteurs précoces et ils les surpassaient au niveau de la compréhension. Parce que le traitement holistique de l'information, là, dans sa globalité, c'est quelque chose qui se développe à travers le jeu libre. C'est fou, hein? C'est fou. Fait que ça, l'école scandinave l'a compris. Les enfants, ils commencent l'école à 7 ans. Ah ouais? Puis on les laisse jouer librement avant ça. Ah, c'est hot. Ouais. Fait que, tu sais, on disait les conditions favorables, là, que le jeu, évidemment, là, être en contact avec la nature, bouger leur corps, puis être en connexion avec des personnes significatives. Puis ça, tu sais, de multi-âge. Le multigénérationnel, c'est extrêmement puissant pour nos enfants. C'est ça qu'ils ont besoin pour se développer à leur plein potentiel. OK. Ah, c'est simple. C'est très simple. Ouais. Fait que le jeu, le multigénérationnel puis la nature. Faire bouger son corps puis aller dans la nature. Ah, ben, puis tu sais, de donner le droit à l'enfant d'avoir des émotions. Ah, c'est ça, de lui permettre de maturer au niveau émotionnel en vivant ce qu'il y a à vivre, tout simplement. On finit avec un petit sujet. En fait, genre des petites questions rapport après, mais là, j'ai un petit sujet qui est un peu controversé. Les écrans, la stimulation et surcharge sensorielle. Donc, c'est quoi l'effet, justement, des écrans sur le développement des enfants quand ils sont sûrs? Parce que là, on est genre en jugement, OK? On est dans un podcast sans jugement. J'ai du temps, moi, je juge personne. Si, justement, t'es à bout, puis ça va te créer un meilleur comportement de parent que de mettre sur un écran, je ne juge pas. Mais c'est quoi, scientifiquement, qui a été prouvé que sur le développement des enfants, d'avoir une surstimulation par les écrans? Bien, premièrement, si vous voulez en savoir plus là-dessus, mon dernier livre, c'est ça. C'est Les écrans et nos enfants que j'ai coécrit avec une orthophoniste qui s'appelle Julie Parent. C'est sorti en mai. Oui, c'est tout récent. Là. Fait que c'est la première partie du livre, on explique les impacts des écrans sur le 0 à 18 ans. Fait qu'on on a divisé par chapitre, là, petite enfance, adolescence. Puis la deuxième partie du livre, ce sont des stratégies concrètes pour
soit apporter un changement, comment naviguer ça, naviguer l'ère du numérique sans virer fou. Ouais. Puis moi, tu sais, tu dis pas de jugement. Moi, j'en utilise là, des écrans chez nous, OK? Mon chum, c'est un gamer, puis il travaille en jeux vidéo. Fait que, évidemment qu'il y en a, là. Ouais. Sauf que on est conscient que ça a un impact sur le développement de l'enfant. Fait que c'est sûr qu'on encadre. Ouais. Parce qu'on veut protéger le développement de notre enfant. Les impacts, dans le fond, il y en a beaucoup. Okay. Tu sais, je veux pas faire peur aux gens quand je dis ça, mais je trouve que c'est important de le savoir. C'est important de savoir qu'il y a vraiment un impact sur l'architecture de notre cerveau quand on expose les enfants de manière précoce. Idéalement, c'est pas avant 2 ans. Ouais. Moi, je le savais pas. Puis je l'ai exposé avant 2 ans. Fait que c'est sûr, j'ai vécu un petit peu de culpabilité en faisant ma grosse revue de littérature en prévision de ce livre-là, parce que ça m'a vraiment shaké. Ouais. Puis j'ai changé plein d'habitudes. Mais les écrans font encore partie de ma vie parce que, ben, on est en 2025. Puis aussi, c'est le fun d'écouter un film, là, ben collé. Oui, c'est le fun. Exact. Bon. Mais en fait, c'est qu'on en écoutait quand on était jeune. C'est juste que c'était pas le même type de divertissement. Non, c'est ça. C'est que là, les stars sont partout. Les écrans sont partout. Tu sais, ils sont dans les salles d'attente, ils sont dans notre poche. Ça va tellement vite aussi sur les écrans. C'est parce qu'un film, c'était lent. Tu sais, je me souviens, un film de Disney, là, c'est lent parce qu'ils n'ont pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'était comme, tu vois le lion marcher longtemps. Puis là, c'est genre... Mais les Flash McQueen, là, ça, c'est plus lent. Là. Oui, puis tu sais, aussi, moi, j'ai capoté l'autre jour quand il y avait des annonces dans l'émission. Puis l'enfant était en beau maudit parce qu'il était comme, c'est quoi ça? Nous, il y avait des annonces. Fait que nous, notre cerveau, quand des annonces, là, il se déconnectait un peu de la TV. Tu sais, ils partent. Puis il y avait quand même beaucoup d'annonces, là, dans nos émissions, là. Fait que ça a-tu un impact, ça aussi, la surstimulation? Oui, absolument. Absolument. Puis, tu sais, dans le livre, on explique les critères pour choisir une bonne émission. Puis le rythme de l'émission, ça en fait partie. De choisir une émission à rythme lent. Tu sais, genre Bluey, là, c'est super relax. Les couleurs sont pas rochantes. Ouais. Puis, tandis que, mettons, Pat Patrouille, c'est à toute vitesse. Puis ça change d'image aux 2 secondes. Ça me fait capoter. J'ai écouté, je pense, 5 minutes, puis j'étais comme, pourquoi je m'en vais, là? C'est surchargeant. Ouais. C'est vraiment quelque chose. Puis c'est parce que ça hypnotise notre enfant. Puis moi, je me souviens que, parce que ma fille, elle écoutait Pat Patrouille. Puis là, ben, quand j'ai appris ces informations-là, j'ai voulu changer. Moi, j'avais essayé de la mettre devant un passe-partout. Elle trouvait ça plat. Mais oui. Mais fait qu'il a fallu qu'elle se désintoxique. Il a fallu faire une désensibilisation à Pat Patrouille. Puis là, ça, Passe-Partout, elle trouve ça extraordinaire. OK. C'est fou, là. C'est fou. C'est complètement fou. Fait que oui, il y a vraiment un impact, tu sais, ça a un impact sur leurs apprentissages, leur concentration, puis leur motivation, leur persévérance. Mais aussi, c'est que, tu sais, toutes les conditions favorables que je t'ai parlé avant, là, ce qui est important pour le développement de nos enfants, le jeu libre, la nature, la connexion, t'enlèves ça quand tu les mets devant des temps. T'es pas en train de bouger ton corps, t'es pas en train d'être en contact avec la nature, t'es pas en train d'utiliser ta créativité, puis t'es pas en interaction. Mais nous-mêmes, on le quelqu'un. voit. Tu sais, moi, quand je suis sur mon cellulaire, mettons mon chum, puis moi, on se le dit des fois, on est comme, hey, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on a passé une soirée on était ensemble, on était zéro ensemble. Ouais. Mais on le réalise nous-mêmes, là, tu sais, on le voit que ça nous déconnecte puis que ça nous enlève des heures précieuses par semaine qu'on aurait pu mettre dans des choses plus stimulantes, qui nous auraient développé comme être humain, autant à notre âge que les enfants. Fait que si on voit l'impact sur nous, ben c'est la même chose sur des enfants. Oui, absolument. Puis même à plus c'est grande ça. échelle. Dans le fond, les chercheurs ont comme fait un parallèle avec le Still Face Experiment. Ça, j'en parle dans le livre. Là. Le Still Face Experiment, c'était une expérience qui avait été faite, tu sais, ça fait vraiment longtemps de ça, puis ça a été beaucoup utilisé en laboratoire pour regarder ce qui arrive quand un parent est pas responsive. Il n'est pas attentif, mettons, aux besoins. Fait que dans le fond, dans le Still Face Experiment, c'est qu'on met l'enfant, puis là, on demande aux parents d'interagir avec le bébé, ou ils l'ont fait avec des plus vieux aussi. Puis là, à un moment donné, on donne le signal aux parents de juste avoir une expression neutre, de rien faire. Et il y a une réponse de stress qui se déclenche chez l'enfant. Puis, c'est ça, les experts, ils font le parallèle à quand on est sur notre selle. C'est comme si on faisait le Still Face Experiment. On a une expression neutre, on est déconnecté, on regarde cette affaire-là, puis là, il peut y avoir réponse de stress chez notre enfant. Puis on le voit, nos enfants vont tomber dans des comportements de recherche d'attention négative. Puis là, on dit, hey, là, on va le chicaner d'avoir ces comportements-là, mais dans le fond, c'est juste une manière qui essaye maladroitement d'obtenir
de la connexion qu'il a besoin pour se développer. Ouais. Je l'ai dit, ça faisait partie des affaires importantes. Oui. Il a besoin de connecter avec ces personnes importantes. Il carbure à la connexion pour pouvoir se sentir en sécurité puis pour pouvoir émerger dans son développement. Fait que quand on n'est pas connecté à lui, c'est normal qu'il s'insurge. Ouais. Mais ce qu'on fait, c'est que nous, on s'insurge quand un enfant, justement, est trop obsédé par son écran. Puis là, nous, on s'insurge quand que l'enfant nous dit qu'on est trop obsédé par notre écran. Ouais. Oui, c'est ça. Il faut vraiment qu'on revoie nos façons. Mais ça serait quoi, de faire. mettons, comme un équilibre qui ferait du sens d'écran pour un enfant? Ben moi, là, ce que j'aime... Ben, c'est sûr, il y a des enlignements là, de la Société canadienne de pédiatrie là, qui est comme 0 minute là, avant 2 ans. De 2 ans à 6 ans, c'est 1 heure maximum par jour. Et après ça, c'est 2 heures, il me semble. Puis, ben, tu sais, ça, c'est comme les enlignements pour donner un barème. Mais, tu sais, on n'est pas obligé de mettre nos enfants 1 heure par jour ces écrans. Tu sais, c'est pas comme... Non, c'est ça. Le moins, c'est le mieux, tu sais. Mais mettons que tu dis, OK, ben là, moi, aujourd'hui, mon enfant, elle a passé la journée dehors. Elle a joué avec ses amis. On a déjeuné collés ensemble un matin. Tu sais, elle a eu toutes ses vitamines affectives puis développementales, mettons, là. Ben, c'est pas la fin du monde qu'elle écoute une petite émission pendant que je prépare le souper. Parce que là, je suis pas disponible pour elle, je coupe du poulet cru, elle peut pas m'aider. Dans ce temps-là, c'est pas à la fin du monde. Ou, c'est vendredi soir, on se fait une soirée cinéma maison, on se fait notre rituel avec le popcorn. Puis c'est pas genre, je le plug sur ça, puis moi, je m'en vais faire d'autres choses. Non, ensemble, on partage ce moment-là. Ben là, c'est plus pareil. On est en train de créer un rituel, on est en train de partager un moment de connexion. On est en train de co-écouter quelque chose qu'on va pouvoir après réinvestir dans la vraie vie. Tu sais, moi, on joue beaucoup à Wicked. Là, parce qu'elle a capoté sur le film Wicked. Fait qu'on écoute les chansons de Wicked, on apprend des mots en anglais avec Wicked, puis on joue à It Alphaba puis Glinda tout le temps, puis ça a ouvert un univers de jeu. Cool. Mais ça n'aurait pas eu lieu si on n'avait pas eu le film nécessairement. Mais après ça, on a acheté des livres sur ça. Puis tu sais, c'est ça. Fait que des fois, du contenu qui va être présenté sur les écrans, bien, ça peut être réinvesti dans la vraie vie. Puis tu sais, il faut se rappeler aussi là, que la télé, les séries, les films, c'est un art, c'est de la culture. Fait que moi, je suis pas prête à acheter tout ça au vidange. Non, c'est ça. Je comprends. Puis... c'est quoi qui peut nous indiquer justement qu'un enfant est comme un peu surchargé par de la stimulation, là, tu sais, qui est surstimulé, qui est surchargé? Ben, un enfant qui est surchargé, on va le voir. Il y a plusieurs signes et symptômes, là, puis on n'a pas besoin de tous les avoir pour dire qu'un enfant est surchargé, mais un enfant qui est plus irritable, qui a le besoin de proximité dans le tapis, par exemple. Un enfant qui est très excitable, tu sais, un peu pas de tête, là, mettons. Ça peut être dû à pas juste les écrans, dans le sens de la surstimulation. Une journée avec les enfants. Une journée de garderie. Moi, ma fille, quand elle était dans un CPE, parce que maintenant, elle va au Club Nature, là, dans les Laurentides, sa garderie, dans le fond, c'est dans une yourte dans la forêt. J'en ai quasiment plus là, de surcharge. Ça va super bien parce que ma petite cocotte est hautement sensible. Mais quand elle allait en CPE, elle revenait systématiquement surchargée, puis j'avais des décharges d'émotions. Fait que c'est ça, elle était irritable, elle avait le besoin de proximité dans le tapis, elle voulait juste moi, personne d'autre. Donc, elle avait des gros outbursts d'émotions, des crises, des difficultés d'endormissement. Parce que, tu sais, quand ton système est surchargé, là, mettons, t'es surchargé niveau 1000, essaye d'être niveau 0 pour t'endormir. C'est pas facile, ça prend du temps. Fait que souvent, nos enfants surchargés, on va le voir au dodo, c'est long avant qu'ils s'endorment. Ils ont de la misère à trouver le repos. Là. Ils ont besoin qu'on les aide. Puis ça peut être des réveils nocturnes. Puis même des fois, dans des grosses périodes de surcharge, elle pouvait se réveiller grumpy le matin. Déjà irritable. Puis là, je savais que j'avais besoin de crever l'abcès. J'avais besoin qu'elle pleure. Parce qu'une bonne façon de faire sortir le méchant, c'est de pleurer. C'est vrai. OK. Mon petit question spontanée légère pour terminer. Une phrase que tu aurais voulu qu'on te dise quand tu étais enfant. Tu es assez. Oh, c'est tellement beau. C'est ce que j'aimerais que tout le monde entende. T'es assez. Que t'as pas besoin, tu sais. On dirait que je trouve ça tellement... Parce que moi, je suis comme... Tu sais, je suis enceinte, tout, là, pour dire que je suis comme... Oh, mon Dieu, c'est ça. C'est tellement vrai.
Tu sais, il y a une maman dernièrement qui m'a écrit sur Instagram, puis elle était comme... un podcast que j'ai fait avec une fille qui n'a pas fini son doctorat en psychologie. Elle a comme arrêté parce que c'était trop d'anxiété, trop de ça. C'est épouvantable, ouais. Puis elle me disait, hey, moi, mon fils est au doctorat, puis j'aimerais vraiment ça qu'il finisse. Puis j'ai répondu, tu sais, j'ai dit, moi, j'étais avocate, là, puis j'ai quitté, maintenant, je suis plus avocate. Puis mes parents, là, aujourd'hui, ils sont super heureux, puis super fiers de moi, puis je suis assez. Même si je ne suis plus avocate, même s'ils peuvent plus dire à leur entourage, ma fille travaille chez tel bureau d'avocat, puis tout, je suis quand même assez. Oui. Tu sais, peu importe qu'est-ce que j'ai décidé de faire. Oui. Fait que, j'aime tellement ça. Ton outil préféré pour calmer un enfant en crise? Mon système nerveux à moi. Tellement c'est ça. Fait que les phrases d'ancrage aussi, tu sais, de se trouver une phrase d'ancrage qui nous parle à nous autres, puis de se l'approprier, de se l'écrire quelque part, de se tatouer s'il faut, mais tu sais, de l'avoir, là, cette phrase-là. C'est bon. Un mythe tenace sur la parentalité que tu voudrais voir disparaître? Qu'il faut leur apprendre à pas faire de crise ou qu'un bon enfant, c'est un enfant obéissant. Ouais. Okay. Ça, j'aimerais ça faire. Ouais. Sacré ça vidange. OK. Puis, une habitude qu'on devrait normaliser chez les parents. Demander de l'aide! Demander de l'aide! On a le droit de dépendre des gens. Ça ne fait pas de nous des personnes incompétentes. Tellement. Tu mérites ton trophée. Tu mérites ton trophée. Merci. C'était des super bonnes réponses. Puis, on va finir avec des suggestions parce que des gens me demandent des suggestions. Oui. Suggestions, en fait, j'aimerais ça que tu plugues tes livres, là, qu'on se rappelle. Fait que là, il y a Tipou d'Amérique, le premier. J'ai la collection du Tipou d'Amérique. Ouais. Dans la collection du Tipou d'Amérique, pour l'instant, il y a juste le tome 1 puis le tome 2 qui sont sortis. Quand même. Là, j'ai tome 1, tome 2. Présentement, sur les tablettes, le tome 2, c'est écrit 7 à 12 ans. C'est pas vrai. Okay. C'est une exigence marketing de ma maison d'édition. Puis là, je leur ai fait entendre raison. Ils vont l'enlever puis ils vont juste écrire tome 2. Ça n'a pas rapport. C'est pas cliniquement pertinent, la tranche d'âge. Fait que peu importe l'âge de votre enfant, même s'il est ado, le tome 1 puis le tome 2, OK? On s'en fout de l'âge. Même c'est bon pour vos chums et blondes. Là, mon Dieu, super. Bon. Le tome 3 va sortir à l'automne. Ouais. J'ai le livre sur les écrans que j'ai coécrit avec Julie Parent. Et j'ai ma collection pour enfants. C'est la collection, le titre, Tu peux compter sur moi. Donc, c'est les aventures de Tipou, le petit dinosaure, dans lesquelles on met en scène des situations que tous les parents vont vivre. Là, puis ça nous donne un script pour naviguer à travers ça. Puis moi, dans le fond, c'est ma manière de m'assurer que les enfants qui vont lire ça, ils vont se faire dire ce que je souhaite que tous les enfants se fassent dire. Tu sais, quand, mettons, dans Tipou est très fâché, quand la maman a dit je le sais que tu voulais pas faire des bobos à ta sœur, je le sais que tu es un bon petit dino d'amour, mais que des fois, les grosses émotions, c'est vraiment pas facile. Ça, là, tu sais, je souhaite que tous les enfants se fassent dire ça. Tellement. Ou dans Tipou fait dodo, quand le papa, il dit « Hey, ça t'aide pas hein, quand je te crie après, ça t'aide pas à calmer ton corps, ça. OK, on recommence, là, je vais t'aider. Toi, t'as pas besoin de savoir comment t'endormir, là. Moi, je sais quoi faire, je vais t'aider. » Puis là, il part dans sa créativité, il l'aide. Il l'aide à calmer son système nerveux parce que Tipou, là, il sait pas comment, là. Ouais. Puis, t'as des formations aussi. Oui, j'ai des formations préenregistrées sur mon site web. J'en ai une sur l'intégration à la garderie, là, c'est la saison, là. C'est hot, fait que intégration à la garderie, j'en ai une qui s'appelle faciliter les séparations en douceur. Fait que, tu sais, si, mettons, t'as de la misère à aller faire pipi tranquille parce que ton enfant, il est un bébé velcro ou un enfant velcro, ben c'est la séparation. Ou, tu sais, mettons, tu veux aller dans le sud avec ton chum. Tu sais, ce genre d'affaires-là, c'est comment faire pour faciliter des séparations en douceur. Puis l'autre, c'est quand le dodo est synonyme d'apocalypse. Fait que ça, c'est une autre formation. Puis ça, c'est celles qui sont préenregistrées sur mon site web. Ah, j'en ai une aussi sur cohabitation, Tipou et Pitou. Que j'ai fait en collaboration avec une éducatrice canin. Ouais. Mon Dieu, c'est écœurant. Ouais, c'est vraiment bon, ça. On a uni nos expertises. Ça marche avec les chats. Moi, j'ai peur que mes chats soient... Ben, sûrement. C'est juste que quand on parle du langage non-verbal, ben, pas moi, mais elle, quand elle parle du langage non-verbal du chien, là, ça sera pas pareil, là. Mais il y a plein, tu sais, tout ce qui est plus comme les règles, puis comment aider l'enfant à... Le comportement avec l'animal. C'est ça. Ouais, ça pourrait marcher. OK. Puis sinon, ben moi, là, dans le fond, à chaque mois, j'ai un nouveau webinaire. OK. C'est fait que là, ce qui s'en vient, c'est que je vais en avoir un sur le sevrage de la suce et du pouce. Je vais en avoir un sur, Tipou est très fâché, justement, donc la gestion de crise. Un sur les défis
par rapport à la toilette, puis au typo, donc quand il y a des régressions ou des résistances. Ouais. J'en ai un aussi qui s'en vient sur quand Tipou est un puits sans fond d'attention, là, comment faire, tu sais, pour combler ça. Fait que c'est ça, là, j'ai plein de trucs qui s'en viennent, mais ça, c'est comme ponctuel. Fait qu'il faut comme s'abonner à mes affaires. Le meilleur, c'est la meilleure façon, c'est de s'abonner à mon infolette pour pouvoir... Comment qu'on s'abonne, dans le fond, sur ton page Instagram, sur ton site web. Sur mon site web, sarahhamel.ca. Parfait. C'est ça. OK. Puis, des questions que tu peux nommer n'importe quoi, OK? Suggestion lecture. Hold on to your kids. De Gordon Neufeld. Ça, je pense que c'est vraiment le livre que tous les parents devraient lire. Tous les parents. Tous les parents. C'est ça, je le note. Ta suggestion podcast. Qui n'a pas rapport nécessairement à le thème. Genre, le podcast que moi, je vais faire éventuellement, qui va sortir au cours de l'année. Ouais. Je te l'annonce en primeur. Je te l'annonce en primeur. Oui. Parce que moi, je vais sur Spotify puis j'écris Sarah Hamel. Oui, j'ai participé à tellement de podcasts, mais là, j'avais envie de dire, moi, j'ai un concept qui me trotte en tête depuis vraiment longtemps. Puis là, ça me démangeait de le faire. Fait que. C'est ça. Vas-y fort. Ton meilleur conseil bien-être? Mettre ses limites. Apprendre à dire non. Ton devoir pour nos éditeurs suite à l'épisode? Colin. Faut qu'il fasse cette semaine, genre. C'est comme cette semaine. Express. Là. Pleurer. Ouais. Faites des backwash émotionnels. C'est très bon. Ça aussi, c'est un autre de mes conseils bien-être. Puis finalement, où qu'on peut te trouver sur les internets? Sur Instagram. TikTok, j'oublie tout le temps que j'ai un TikTok, là, mais j'en ai un. Facebook, Instagram. Je mets des capsules. On va tout passer dans la description. Toutes les semaines, c'est ça. Ils te trouveront. Je suis là. Ouais. C'était vraiment un bon épisode. Merci. C'était très éducatif. Je pense que ça va aider plein de parents. Quel fun. Oui. Fait qu'on se revoit bientôt, la gang. Bye!